Alors du coup, dans cet exercice 1, on demandait tout d'abord de calculer du coup la solubilité du bromure d'argent. Donc on écrit la réaction de solubilisation. On trace le tableau d'avancement. Donc la solubilité, elle est atteinte lorsqu'on a mis un excès de solide. Et donc on a formé au final la solubilité dans chacun des ions. Donc d'après la réaction de Goldberg-Verhage, on a donc que le Ks est égal à la constante d'équilibre de solubilité, au quotient réactionnel de solubilité à l'équilibre. Donc ça fait l'activité de Ag+ fois l'activité de Cl- sur l'activité de HCl. L'activité d'un solide, c'est 1. Oui. C'est du bromure. Hop. Voilà. Donc ça me donne donc ici la concentration, donc S au carré sur 1 au carré. Ce qui fait donc que la solubilité, c'est la concentration standard racine carrée du Ks. Et donc ça nous fait ici du 7,1 10-7, c'est ça? Voilà, donc ça c'était pour AgBr, après c'est PbCl2, si je ne me trompe pas. Le chlorure de plomb, attention, un chlorure de plomb, pour compenser la charge, il y a bien 2 chlores. Oui? Comment on déduit la puissance de la concentration standard? Bah, ça fait S fois S, ça fait S au carré. Ici, bah, ça fait c'est S sur C standard fois S sur C standard. Donc on fait pareil pour le chlorure de plomb, en faisant attention du coup que c'est PbCl2. Il ne faudra pas se tromper le jour de l'examen, puisque du coup on forme 2 Cl-. Donc à l'état initial, j'ai donc un excès de solide. Et donc à l'état final, j'ai formé la solubilité en plomb, mais j'ai formé 2 fois la solubilité en chlorure. Et c'est là, il ne faut pas oublier du coup qu'il faut bien compenser les charges. Donc il faut retenir par cœur que Pb, c'est Pb2+. Donc au final, d'après la réaction de Goldberg et Verhage, le produit de solubilité est égal au quotient réactionnel de solubilité. Donc ça fait l'activité de Pb2+ fois l'activité de Cl- au carré. Et là, il ne faut pas oublier son carré. Divisé par l'activité de PbCl2. Mon PbCl2, c'est un solide, donc son activité vaut 1. Donc ici, ça me fait 4S au cube, sur C standard au cube. D'accord, le 4, parce que 2 au carré, ça fait 4. Ce qu'on a vu dans le cours. Donc la solubilité, du coup, c'est le Ks divisé par 4, puissance 1 tiers. Et donc, ça me fait du 1,6-2. Mol par litre. Donc, erreur courante, vous oubliez le 4, qui est juste là, qui vient du 2S au carré. Ça, on l'a vu dans le cours. Petit 2, on vous demande la solubilité de HgPr en présence d'un ion commun qui est ici du coup l'ion Br-, où on apporte la concentration C. Donc là, c'est la même chose que la question 1, sauf qu'initialement, ici, ce n'est pas 0, mais on apporte la concentration C en Br-, ce qui veut dire qu'au final, on a C plus S en Br-. Donc d'après la relation de Goldberg et Verhage, ici, on obtient donc S
facteur de C plus S. Donc là, on va faire l'hypothèse. On sait déjà que S, par effet d'ion commun, va être inférieur à celui qu'on a trouvé précédemment. Donc vous savez que ça va être plus petit que 10-7. Donc la solubilité va être négligeable devant C. D'accord? Donc ça, on sait que c'est négligeable. Donc ça fait du coup environ la solubilité fois la concentration initiale sur la concentration standard au carré. Ce qui veut donc dire que la solubilité, c'est donc C standard au carré sur la concentration initiale fois le Ks. Et ça me fait donc du 5,010-11. Et donc c'est bien plus petit que la solubilité précédente, c'est l'effet d'ion commun. Donc ça conclut cet exercice. Alors du coup, dans cet exercice 2, on vous donne deux conditions opératoires initiales pour savoir si ça précipite ou ça ne précipite pas. Du coup, il faut calculer le quotient réactionnel de stabilisation initiale. Donc ici, pour PbCl2, c'est donc la concentration Pb2+, fois la concentration Cl- au carré sur la concentration standard au cube. Alors là, j'ai juste exprimé le quotient réactionnel. Donc je calcule dans les conditions du petit 1. Ça me fait donc Pb2+, c'est 0,02, donc 2 10-3. Cl-, c'est du 1 10-3 au carré. C standard, c'est 1. Alors ça me fait donc du 10-6, du 2 10-9. Donc c'est plus petit que le produit de solubilité, donc ça n'a pas précipité. Donc là, ça ne sert à rien de faire un tableau d'avancement puisque du coup, je n'ai pas de précipité, donc j'ai rien qui se passe. Donc contrairement à acidobasicité ou à redox, on faisait toujours un tableau d'avancement. Ici, des fois, on ne fait pas de tableau d'avancement parce qu'il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on est dans le cas d'un équilibre hétérogène. La réaction peut se passer ou ne pas se passer. Dans la TI2 maintenant, pareil, je calcule mon quotient réactionnel initial. Bon, la formule, c'est toujours la même. Sauf que aussi, je pars de 1 10-2 en plomb et de combien? De 2 10-1 en chlorure, divisé par 1 au cube, toujours. Alors, ça me fait du 4 10-4. Et donc ça, c'est plus grand que le produit de solubilité. Et donc, du coup, ça va précipiter. Et donc là, je vais pouvoir écrire du coup mon tableau d'avancement que j'exprime du coup en mol et non pas en mol par litre. Pourquoi? Puisque du coup, je vais former un précipité. Donc, je ne vais pas former quelque chose qui est volumique, hein. Je vais former quelque chose qui est massique. Donc, il faut absolument que je le fasse en mol et pas en mol par litre.
Donc j'ai PB2 plus 2Cl moins qui donne PbCl2. Alors j'ai un volume de 1 litre, donc ça va être assez facile. J'ai 1 10 moins 1, du coup mol de plomb. Donc je mets tout en mol. Et en chlorure, j'ai 2 10 moins 1. J'ai 1 10 moins 2, excusez-moi ici. Et là j'ai 2 10 moins 1. Attention à ne pas remultiplier par 2. Les mecs qui font cette erreur-là, je ne sais pas pourquoi. Mais les quantités initiales, c'est les quantités initiales. Là, les coefficients stoichiométriques n'interviennent pas dans l'état initial. C'est dans l'état final où ils interviennent. Donc à l'état final, du coup ici j'ai du 1 10 moins 2 moins une fois l'avancement. Ici j'ai du 2 10 moins 1 moins 2 fois l'avancement. Le 2 vient de là. D'accord ? N'oubliez pas qu'il y a le 2 qui intervient. Et donc en PbCl2, j'ai formé une fois l'avancement. Donc il me faut déterminer l'avancement pour en déduire du coup la masse, parce que c'était la question. Ça va pour tout le monde? Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on résout l'équation de Kohlberger et Vahague. Donc, à l'équilibre, on a donc le Ks qui est égal à donc ça au carré divisé par le volume au carré fois sur le volume, donc le tout divisé par la constante standard au cube. Bon, je vais mettre le Ks en face de la barre de fraction. C'est plus joli. Voilà. Donc là, j'ai exprimé la relation de Kohlberger et Vahague. Le problème, c'est que je vais me retrouver avec une équation en xi au cube. C'est trop compliqué en chimie, donc on va simplifier ça. Pour simplifier, il faut regarder du coup l'avancement. On sait forcément que l'avancement sera plus petit que le réactif limitant. Forcément. Hein. Donc on sait forcément que l'avancement sera plus petit que 1 10 moins 2. Donc ici c'est négligeable. Donc on néglige. Donc là. Donc ça on peut négliger. Du coup je vais me retrouver avec une équation du premier degré qui est facile à résoudre. L'avancement donc ça fait donc Ks divisé, hop, donc ça fait du 1 10 moins 2 moins Ks divisé par 4 10 moins 2 et ça fait donc du coup du Ks c'était combien déjà? Du 1,6 10 moins 5
Ça fait du 9,6 10-3. Bon, c'était bien négligeable. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. 1,6 3, 9,6 10-3, c'est bien négligeable devant 2 10-1. Il ne reste plus qu'à convertir ça en masse. Donc il faut multiplier ça par la masse molaire, qui est donnée normalement dans l'énoncé, qui est du 278. Et donc j'ai formé 2,7 grammes. Et donc ça conclut cet exercice. Alors du coup pour cet exercice 3, vous demandez tout d'abord de calculer la solubilité de HgSCN. Donc on trace le tableau d'avancement. Donc à l'état initial, hop là, la solubilité, donc dans l'autre sens. On a un excès de solide. Donc on a donc, d'après la relation de Goldberg-Verhage, je ne refais pas la démonstration, on a déjà vu ça dans le cours, hein. C'est la constante standard, racine carrée du KS. D'accord? Alors du coup, le KS ici vaut 10-12, donc ça fait du 10-6. Voilà. Ça, du coup, c'était pour la première question. Pour la question numéro 2, donner l'équation bilan de la réaction de dosage. Donc on dose du coup Ag+ par SCN. Donc la première réaction du coup du titrage, c'est donc Ag+ qui va réagir avec SCN pour former AgSCN. Donc ça c'est la réaction du coup de dosage. Et donc la formation du complexe rouge, c'est le fer qui va réagir avec SCN pour former FeSCN 2+. Ça va pour tout le monde? Donc là, on note bien les phases, puisque ça va changer la manière dont on exprime l'activité. Donc là, c'est aqueux, ça c'est solide, tandis qu'ici, pour la complexation, tout est aqueux. Voilà. Justifie en traçant l'avancement que la concentration en fer est pratiquement toujours égale à la concentration initiale. Donc là, on trace un tableau d'avancement. Alors, initialement, on en a combien en fer? On en a 10-3. On a une certaine quantité N de thiocyanate qui, elle, va varier au cours du titrage. Hein. D'accord. En complexe, j'en ai pas initialement. Donc ici, je vais en avoir donc 10-3 moins l'avancement. Ici, je vais avoir la quantité en thiocyanate initiale moins l'avancement. Et donc là, je vais avoir l'avancement. Donc ce qu'on veut montrer, du coup, c'est que l'avancement est négligeable devant 10-3. Or, on vous dit que la solution reste incolore. Donc si on est dans l'énoncé, si la solution est incolore, ça signifie que la concentration en complexe est inférieure à 10-5. Donc pour 1 litre, la quantité de matière du coup de complexe du coup est inférieure à 1,10-5 mol. Et donc l'avancement est bien négligeable devant 10-3.
Ça va pour tout le monde? Là, il fallait juste faire de la lecture d'énoncé. En déduire que les concentrations en eau thiocyanate dans la solution à ce moment-là, sachant que toutes les réactions sont à l'équilibre. Donc là, il faut du coup utiliser une équation à l'équilibre. Donc on veut à quel moment du coup? Lorsque la coloration apparaît. Donc si la coloration apparaît, on sait que l'avancement, c'est exactement 1 10-5. Donc je connais ça. Du coup ici j'ai 10-3. Et donc là, ça je peux le calculer grâce à la relation de Goldberger et Vaage. Alors la constante d'équilibre, on l'appelle comment? On l'appelle bêta. Bon, soit. Donc on va appliquer la relation de Goldberger et Vaage à cette réaction-là. Donc à l'apparition de la couleur rouge, donc bêta 1, c'est l'activité en complexe sur l'activité des ions fer 3+, fois l'activité de SN-, c'est ce que je cherche. Donc ça, c'est donc la concentration en complexe qu'on connaît, qui vaut donc exactement 10-5. La concentration en fer qu'on connaît, qui vaut exactement 10-3, fois ce qu'on cherche, qui me reste un C standard en haut, et donc ce qu'on cherche, c'est donc Fe de SN2+, sur Fe3+, fois C standard. J'ai oublié mon bêta 1. Divisé par bêta 1. Il faut faire l'application numérique. Alors, donc ça c'est 10-5 sur 10-3, ça fait donc du 10-2, tandis que bêta, ça fait 10 puissance moins 4,3. Donc ça nous fait du 5 10-5. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc ça, c'est la concentration du coup en thiocyanate quand le précipité apparaît. Lorsque la couleur rouge, excusez-moi, apparaît. On dit que le précipité blanc n'a pas disparu. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que la relation de Goldberger et Vaage est vérifiée pour le deuxième. Donc on peut en déduire du coup la concentration en argent. Donc on applique la relation de Goldberger et Vaage, mais cette fois-ci à la réaction de précipitation. Donc le KS, du coup, c'est la concentration en argent fois la concentration en thiocyanate. La concentration en thiocyanate, on vient juste de la calculer. Donc la concentration en argent, c'est donc le KS sur la concentration en thiocyanate. Alors le KS, il vaut 10 puissance moins 12. Donc ça fait un truc très petit.
Ça fait U2 10-8. Vous avez trouvé ça? Conclusion. Donc, est-ce qu'on est bien à l'équivalence? Bah oui, 2 10-8, c'est-à-dire qu'on a consommé tout l'argent. Il ne reste plus. Hein. Donc on est bien à l'équivalence puisque j'ai consommé quasiment tout l'argent, presque dalle, hein, 10-8, et je n'ai pas rajouté un excès de SN-, puisque du coup SN- est toujours très faible. Donc je suis bien pile à l'équivalence. D'accord, l'équivalence, hein, c'est quand les deux ont été consommés, les deux sont limitants. C'est bien le cas ici. On est bien à l'équivalence, on a consommé tout l'argent, mais je n'ai pas encore mis un excès du titrant. Donc je suis pile à la goutte qui correspond à j'en ai mis assez pour tout consommer, mais pas trop pour dépasser. Alors ce n'est pas exactement l'équivalence, si c'était exactement l'équivalence, les deux là seraient égales. D'accord, puisque si on a introduit les réactifs en proportion stoichiométrique, on est censé les retrouver en proportion stoichiométrique. Donc ce n'est pas exactement l'équivalence. En tout cas, ça correspond bien au moment où les deux sont consommés. Donc on est plus exactement du coup à la fin de titrage. C'est pour ça qu'on appelle ça un indicateur de fin de réaction et pas un indicateur d'équivalence. Parce qu'on est juste légèrement, donc ici, après l'équivalence, puisque j'en ai moins d'Ag+ que de Sn-, donc je suis vraiment un tout petit peu décalé par rapport à l'équivalence. Mais pas énorme, hein. Je suis un tout petit peu décalé. Alors du coup, pour cet exercice 4, on vous dit tout d'abord qu'on a un tube à essai qui contient le précipité de PBI2. Si on a le précipité, c'est-à-dire que la solution elle est forcément saturée. D'accord? Et donc la concentration ici en I-, eh bien, c'est la solubilité 2 fois la solubilité de PbCl2, de PBI2. Ok? Puisque la solution est forcément saturée. Si elle n'était pas saturée, il n'y aurait plus de précipité. S'il y a un précipité, c'est qu'elle est saturée. Ok? Quand je vais venir rajouter un tout petit peu de Ag Ag2+, excusez-moi, on va faire venir instantanément précipiter AgI2. Donc, si je mets une infime quantité d'ion mercure, je vais faire précipiter immédiatement. Ce qui veut donc dire que du coup le pKs ici D, enfin pour que, hop là, donc pour que AgI2 précipite, je rappelle la condition, hein, il faut que la concentration en Ag2+ fois la concentration en I- au carré soit plus grande que le Ks, mais le Ks de quoi? Le Ks du mercure. D'accord? Ça précipite dès que la concentration en mercure fois la concentration en I- est supérieure au Ks du mercure. Donc ça me donne donc 4 fois la solubilité de PbCl2, de PBI2 au carré.
Et ça, on vous dit que ça précipite dès que j'en mets un tout petit peu. D'accord? Donc ça veut donc dire que le KS qui est là est bien plus petit que le KS de PBI2. Ça pour tout le monde? Autrement dit, en PKS, c'est l'inverse, hein, c'est le PKS de HGI2 qui est plus grand que PKS de PBI2. Ok, parce que PKS, c'est moins log de KS. Alors, on vous dit qu'on a tracé les diagrammes où on voit la précipitation. Donc en fonction de PI, les concentrations en solution aqueuse. Et on voit que pour l'un, on a ça, et pour l'autre, on a la même chose, mais pour un PI beaucoup plus grand. Et donc, il faut identifier qui est 1, qui est 2. Donc on a 100% en solution tant que ça ne précipite pas. D'accord? On commence forcément à un PI très grand. J'ai quasiment pas d'ion iodure. Je rappelle que PI, c'est moins log de la concentration en I-. Donc je commence de la droite et au fur et à mesure que je vais rajouter des ions I-, bien à un moment, je vais atteindre mon KS. Ok? Donc j'en rajoute. À un moment, j'atteins le KS le plus faible. Donc le KS le plus faible, c'est le mercure. Donc 2, c'est HGI2. J'en rajoute. À un moment, j'atteins le KS de PBI2. Et donc là, c'est PBI2. OK. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on augmente la concentration, on va de la droite vers la gauche. On vous demande d'identifier la réaction à chaque point anguleux. Donc ici, le point anguleux qu'on appelle comment? B et A. Donc en A, c'est la précipitation de PBI2. Donc c'est PB2 plus 2 I- donne PBI2. Tandis qu'en B, c'est la précipitation de AGI2. Eh bien, il suffit juste maintenant de lire les concentrations en iodure auxquelles ça correspond. Et donc, grâce à la relation de Guldberger et Vargé, je peux calculer mes KS. Donc ici, pour A, je lis combien à peu près? 3,6. Et là, pour B, je suis à 13,6 à peu près. C'est à peu près ça. Et donc, me reste à calculer maintenant les KS. Donc, KS de PBI2. Donc, c'est la concentration en PB ici, on vous la donne dans l'énoncé. On vous dit que c'est 0,1 mol par litre. Donc, 0,1 fois la concentration en I- au carré. Donc, 10 puissance moins 3,6 au carré. Donc, ça me fait du 7,2, 8,2. Donc ça fait un PKS de 8,2.
Maintenant, pour le deuxième, pareil. Donc ça fait 0,1 fois la concentration ici, donc 10 puissance moins 13,6 au carré. Ça me fait du 10 puissance moins 28,2. Et donc ça fait un PKS. Je me suis trompé, non? 7,2, 8,2, non, c'est bon. 13,2 fois 2, 26, 27,2. Non, 28,2, c'est ça. Donc ça fait un PKS du coup de 28,2. Donc je retrouve bien que le PKS de AGI2 est bien beaucoup plus petit que celui de PBI2. Ce qu'on avait supposé dans la première étape. Dernière question, en déduire la constante de réaction si on met AG2+ avec PBI2. C'est la question numéro 2-3. Donc Ag2+, il va venir consommer PBI2 pour former PB2+, plus AGI2. Et ça, c'est une réaction qu'on n'a pas vue, on ne connaît pas la constante d'équilibre, on n'a pas de formule. Donc il faut décomposer ça en deux réactions dont on connaît les constantes d'équilibre. On connaît la constante d'équilibre pour cette réaction-là. Puisque la constante d'équilibre, ici c'est la précipitation, donc c'est 1 sur Ks. Tandis qu'ici, on a la précipitation, on a la solubilisation, et donc la constante d'équilibre, c'est le Ks. Comme cette réaction-là, c'est la somme de ces deux réactions, la constante d'équilibre, c'est le produit des deux constantes d'équilibre. Et donc au final, la constante d'équilibre ici, c'est le rapport des Ks. Donc c'est le Ks de PBI2 sur le Ks de HGI2. Ce qui fait donc du 10 puissance 20. Et donc la réaction, elle est totale. Et donc ça conclut ce TD.